Merci à tous et à toutes d'être là aujourd'hui pour cette super interview du docteur Myriam Savary. Donc Myriam, bonjour, merci à toi d'être là. Bonjour Julien. Psychiatre et pédopsychiatre, tu me disais, et tu es aussi formatrice incorporée, notamment, parce que tu as fait plein d'autres formations. Et tu vas nous en parler aujourd'hui. L'idée, c'est qu'on puisse apprendre à te connaître. Ok. Donc, comment es-tu devenue psychiatre et pédopsychiatre, Myriam? Alors j'ai fait des études de médecine sur Poitiers et à la fin de ces études, ben, il fallait déterminer une spécialité. Donc moi je me suis orientée vers la psychiatrie. J'ai fait mon internat toujours sur Poitiers pendant 4 ans et ensuite je me suis spécialisée dans la pédopsychiatrie auprès des enfants, des adolescents. Et donc c'était 2 années supplémentaires. Et pendant tout ce cursus, je travaillais à l'hôpital. J'ai continué de travailler à l'hôpital, donc sur Angoulême. Je suis allée travailler sur Angoulême à l'époque J'étais praticien hospitalier et donc j'ai travaillé à l'hôpital jusqu'en 2015. Et à l'époque, en parallèle, j'avais fait une formation en thérapie familiale systémique et puis une formation en EMDR parce que j'étais quand même très interpellée par tout ce qui était du psychotrauma, je trouvais qu'il n'y avait pas beaucoup de possibilités pour aider les patients. Voilà. Et pour continuer sur mon cursus, en 2015, je me suis installée en libéral. Et donc, depuis 2015, j'ai une activité libérale en 2 volets. J'ai un volet dans mon cabinet sur Angoulême et j'exerce aussi en clinique sur Jarnac, donc où j'ai des patients qui sont hospitalisés. Voilà, sur des séjours, donc sur des moments plus aigus. Et donc, mon temps de travail se dispatche entre le cabinet et la clinique. Et ça fait des espaces de travail qui sont très différents quand même entre ton cabinet privé et la clinique. Oh oui, tout à fait. Au cabinet, je suis toute seule avec les patients. À la clinique, c'est un travail déjà en équipe. Hein, c'est vraiment pluridisciplinaire et ça, c'est très important. Et c'est du soin en aigu avec du coup aussi la possibilité de suivre les patients au quotidien. Donc, on peut finalement travailler, tricoter au quotidien sur les problématiques des patients. Et ça, c'est aussi un super dispositif pour pouvoir suivre les patients. Ok. Qu'est-ce qui fait que tu es devenu médecin? Pourquoi tu as choisi médecine et pourquoi tu as choisi psychiatrie? Qu'est-ce qui fait que je suis devenue médecin? Je pense que c'est un petit peu une évidence pour moi. Euh, Qu'est-ce que je c'était? dirais que ça m'a toujours intéressé tout ce qui est de la connaissance du corps humain. Enfin, j'ai toujours été assez intriguée et fascinée. Et puis, après avoir appris pendant mes études de médecine beaucoup sur le corps humain, je me suis dit vraiment le psychisme, là, il y a un grand champ d'exploration. Et donc, c'est comme ça que je me suis dirigée vers la psychiatrie. Euh, voilà. Et je pense qu'on est quand même au balbutiement de ce que donnera cette spécialité dans quelques années. Il y a beaucoup de choses qui ont progressé, mais voilà, il y a encore beaucoup de choses à apprendre, à découvrir. Donc, je trouve ça très intéressant parce que c'est vraiment très en mouvement comme spécialité. Et puis, ça oblige aussi à beaucoup travailler sur soi. Donc, ça, c'est un aspect qui est aussi très, très intéressant. Mhm. Voilà. Tu te rappelles à quel âge? Je te dis que c'est une évidence pour toi. C'était quoi, enfant? Parce qu'il y a des gens, ils savent quand ils sont enfants, ils disent un truc, tout le monde les prend pour des illuminés, mais eux, ils savent que c'est leur truc et ils vont faire ça toute leur vie. Est-ce que toi, c'était même à ce niveau-là? C'est-à-dire qu'enfant, Et oui, oui. Enfant, moi, je me souviens très bien, j'avais eu un jeu, mais j'étais ravie. C'était, je sais pas si tu le connais, il y avait le corps humain, il y avait plusieurs épaisseurs. Donc, on avait les squelettes, ça faisait comme des poupées russes, mais il y avait le squelette, après on mettait les muscles. c'est pas Docteur Maboul, hein. Non, c'est pas Docteur Maboul. C'était, voilà, sur le corps humain, j'avais des livres sur le corps humain qui me fascinaient quand j'étais enfant. Et puis après, tout ce qui était plutôt sur le psychisme en grandissant, comprendre, voilà, d'explorer plutôt sur tout ce qui était du psychisme. Mais
Oui, enfant, c'était vraiment la connaissance. Moi, je suis fascinée quand même des découvertes qu'on peut avoir aujourd'hui. Et on en apprend encore tous les jours sur le corps humain. C'est quand même assez incroyable. Voilà. Et il y a un côté très passionnant pour moi. Donc, c'était cette évidence. Je pense que j'aurais pas pu faire autre chose. Enfin, je me serais pas vue faire autre chose. Ok. Mm. C'est un métier passion. Qui correspond en tout cas à mes centres d'intérêt. Mm. J'ai beaucoup plus de difficultés pour me passionner pour l'économie, pour d'autres secteurs. Voilà. Là, je trouve ça vraiment très intéressant. Ok. Mm. Et alors tout à l'heure, tu évoquais que tu avais rencontré comme une limite parce que dans médecine, il y avait que le corps, mais pas assez de psychisme, pas assez de psychologie, pas assez de. Il En manquait. fait, oui, pendant mes études de médecine, donc les 6 années à la fac, donc il y a tout un apprentissage et des connaissances sur le corps humain. Donc, je dirais que ça a pu nourrir mon appétence à connaître le fonctionnement du corps humain, même si je le connais très peu, hein, mais suffisamment. Et du coup, ça a ouvert des questionnements plutôt sur le fonctionnement du psychisme. C'est comme si ça avait basculé du corps où j'avais compris le fonctionnement des organes, etc., les pathologies, enfin, j'avais une représentation et suffisamment de connaissances. Et donc, ça a basculé sur le psychisme. Et tout ce territoire nouveau exploré et en même temps les liens qu'il y avait avec le corps, parce que c'était sans cesse présent aussi tout ce qui était au niveau psychique. D'où mon souhait de faire un internat en psychiatrie, en fait, de me spécialiser en psychiatrie. Et alors, dans cet internat, qu'est-ce que tu as découvert qui t'a donné envie de poursuivre, en fait? Parce que du coup, derrière, si t'as fait ton internat, donc tu étais médecin, parce que psychiatrie, c'est une spécialisation des médecins, hein. En France, c'est comme ça que ça Ça, fonctionne. c'est ça, exactement. Ça Ouais. veut dire que tu as fait pendant combien d'années médecin? J'ai fait l'internat, il dure 4 ans en psychiatrie et j'ai rajouté 2 ans pour la pédopsychiatrie. Et avant ça, il y avait combien? Parce que 6 ans. ça fait 6 ans, au bout de 6 ans, tu pars pour 4 ans en psychiatrie, plus après C'est deux ça. ans en Ouais, pédopsychiatrie. c'est ça. On est à 12 ans. Ouais. Alors 13 parce que j'ai fait 2 fois la première année. Ok. Voilà. Comme beaucoup de médecins d'ailleurs, hein, parce que c'est très très dur et il y a beaucoup de sélections, il y a très peu de place et beaucoup de monde. Oui. À l'époque, c'était vraiment. J'ai passé mon concours en 96 et on est dans les années où il y avait le numerus clausus qui était dans le plus serré. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, quand je suis arrivée en psychiatrie à Poitiers en 2000, mon internat, c'était 2003. Euh, on était 4 dans ma promo, quand aujourd'hui ils sont 20. Donc on était très très peu nombreux. Voilà. Aujourd'hui, enfin, oui, c'était vraiment des effectifs, c'était au plus bas. Hein, de, voilà, enfin, le numéro cyclosus était le plus serré à ce moment-là. Donc du coup, j'étais très très contente d'avoir pu réussir voilà, le concours. Et après, ben, effectivement, l'autre échéance, c'était à la fin des 6 années de médecine, nouveau concours pour l'internat et selon le classement, pouvoir faire la spécialité voulue. Et dans la ville, puisque tu choisis la spécialité, tu choisis la ville dans laquelle tu vas faire ton internat. Et donc toi, tu es resté autour de Poitiers, Angoulême. Voilà, parce qu'entre-temps, j'avais fait la rencontre de mon mari, donc Ah, je voulais plus partir. oui, parti. Voilà. Et j'ai pu rester sur Poitiers, donc c'était très bien. Tu parlais tout à l'heure d'évolution de la psychiatrie. Toi, tu vois qu'elle évolue. Tu peux nous en parler un peu parce que on a un des gros problèmes qu'on a, et je pense que les gens ont dans la perception des métiers psy, de façon générale, hein, c'est qu'il y en a beaucoup. C'est que peut-être que nous, on communique mal ou qu'il n'y a pas assez d'informations pour les gens, c'est qu'ils ne savent pas la différence entre un psychiatre
un psychologue, un psychothérapeute, un psychopraticien, un psychanalyste, hein. Et aujourd'hui, il y a de plus en plus de psychopraticiens de tout vent. Donc moi, ça m'intéresse si tu peux nous expliquer un peu comment tu sens, toi, une évolution, parce que malgré tout ça, malgré toute cette diversité et cette grande prolifération de métiers du psy, le référent, ça reste le médecin. Ne serait-ce qu'au niveau, non pas que les psychologues n'ont pas un diplôme d'État, mais on sait que les médecins, ils ont un pouvoir supplémentaire, ne serait-ce que parce que vous êtes les seuls à habiliter à médiquer. Il n'y a que vous qui avez cette responsabilité-là, et d'autres notamment. Donc, est-ce que tu peux nous aider à clarifier tout ça sur toi dans tes fonctions, comment ça évolue? Alors, sur l'évolution, au départ, c'était en pédopsychiatrie, parce que j'ai essentiellement travaillé en pédopsychiatrie. Ce que j'ai vu en 5 6 ans de pédopsychiatrie, c'était vraiment cet hôpital qui était fermé aux familles. On demandait aux parents de déposer les enfants et où ça s'est ouvert petit à petit pour plus accueillir les familles. Et moi, j'apprenais, hein, donc j'observais finalement les pratiques avec, en mon fort intérieur, le ressenti qu'il y avait quelque chose qui n'était pas, enfin, avec lequel j'avais du mal à me familiariser, d'où ma formation en thérapie familiale systémique. Et finalement, petit à petit, moi, j'ai vu sur ces quelques années, quand les parents étaient reçus, les parents étaient entendus, ce qui est quand même primordial pour pouvoir soigner les enfants, hein, soigner avec les familles. Donc ça, c'était déjà une évolution que j'ai pu observer. Et après, dans le champ de la psychiatrie adulte, euh, mais ça, c'est vraiment mon regard personnel. J'ai été dans j'ai fait beaucoup de stages dans des secteurs qui étaient d'orientation psychanalytique, ce qui est, ma foi, d'abord assez complexe et que moi, j'avais du mal à relier avec la pratique. Je pense que je suis quelqu'un quand même d'assez pragmatique, qui ait besoin voilà, que les choses puissent avancer, de pouvoir me représenter les choses et de pouvoir concrètement évaluer les choses, ce qui était compliqué avec cet abord-là, pour moi en tout cas. Et du coup, quand j'ai connu par exemple le MDR, ça a été quelque chose qui m'a permis d'évaluer. Il y avait une façon d'évaluer, il y avait un protocole, c'était cadré. Et après, j'ai rencontré les limites de l'EMDR, dont voilà, c'est à ce moment-là où Incorporer m'a permis d'avancer. Et en psychiatrie adulte, il y a quand même quelque chose aujourd'hui de l'approche corporelle. On le voit depuis, je dirais, 3 ans. Alors moi, je suis en Charente, hein, alors parfois, ça arrive plus tard que dans les grandes villes. Mais vraiment, je dirais, depuis 3 4 ans, on voit vraiment l'abord corporel, qui se pratiquait déjà avant, hein, dans les prises en charge, mais maintenant, ça devient une évidence, c'est-à-dire on ne peut pas simplement aller soigner par le biais d'entretien. Il y a besoin de prendre en compte cette dimension corporelle. Donc, ça peut prendre plein de formes différentes, mais il y a vraiment quelque chose de l'intégration qui apparaît de plus en plus et dont on ne peut plus faire l'économie aujourd'hui avec l'état des connaissances actuelles. Donc, ça, c'est plutôt chouette parce que c'est déjà quelque chose que je pressentais avec l'EMDR, où on prend plus en considération ce qui se passe au niveau corporel. Et puis avec Incorporé, là, on est voilà, vraiment dans cette dimension corporelle qui est intégrée, en tout cas de l'intégration de plusieurs niveaux. Ok. Donc toi, ton cheminement, ça a été la systémie en complément, hein. D'abord la systémie, ensuite tu es Ouais. parti sur le psychotrauma Ouais. et donc le MDR. Tu as fait d'autres formations en psychotrauma? En thérapie du coup, parce que peut-être pour les gens qui nous regardent, il y a peut-être des gens qui ne savent pas. Donc le MDR, c'est une technique de psychothérapie qui est la plus évaluée à ce jour et reconnue comme une des plus efficaces pour le traitement du stress post-traumatique. Est-ce qu'il y a d'autres outils, toi, hors incorporéens, sur lesquels tu es allé te former? Non, en termes de thérapie, c'est les thérapies familiales, systémiques et le MDR.
uniquement avant incorporé. En fait, j'ai ciblé, j'ai pas fait, j'ai fait des DU psychopathologie du bébé, etc. Enfin, mais ça, c'est plus approfondir des connaissances en matière de thérapie. J'ai limité, moi, j'ai toujours essayé de choisir des formations. J'en ai pas fait beaucoup parce que j'ai choisi les formations qui répondait à un besoin que j'avais. J'avais vraiment un manque. Donc, en thérapie familiale, c'était vraiment les entretiens familiaux en pédopsychiatrie. J'avais besoin d'outils pour mieux comprendre et puis progresser. Le MDR, c'était par rapport au psychotrauma. Et quand, avec le MDR, j'ai j'ai trouvé qu'il y avait tout un espace où ça venait pas bouger, ça venait pas mobiliser. Moi, j'étais bloquée. C'est là où j'ai trouvé une corporée. Ok, Et ça s'est fait dans ce cheminement-là, donc j'ai pas exploré d'autres thérapies, d'autres outils. Ça s'est fait comme ça. ok. Et Mm. tu articules aussi avec des traitements médicamenteux, du coup, parce que, Oui, toi, encore une fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, tu es habilité à pouvoir gérer ouais. les traitements. Donc, euh, en termes de niveau d'intégration, moi, dans mon expérience, que ce soit en institution ou en cabinet, je me suis senti limité moi aussi parce qu'il y avait des difficultés de communication avec certains médecins qui, eux, n'étaient que dans le médicamenteux et donc même qui faisaient pas de psychothérapie et qui donc limitaient les soins à ça. Toi, ce que tu arrives à faire, du coup, c'est que tu peux intégrer ce niveau-là dans ton travail. C'est que tu as plusieurs outils thérapeutiques d'intégration et qu'en plus, tu peux aider à soulager de façon adaptée quand il y a besoin de traitement médicamenteux. Oui, tout à fait. Et c'est quand même une aide très importante. Je pense à certains patients, par exemple, qui sont dans une forme d'épuisement et qui peuvent avoir vraiment des grandes difficultés à se relâcher. Bon, là, c'est un exemple qui me vient. C'est vrai qu'avec les traitements, avec leur accord et en expliquant l'objet du traitement, de forcer, voilà, à pouvoir se détendre, c'est quelque chose qui peut être utile. Mais là aussi, c'est intégré parce que c'est quelle va être la fonction du traitement, quelles sont ses limites aussi. C'est pas le traitement qui va faire un travail d'intégration, mais par contre, il peut favoriser aussi un état physique, un état émotionnel qui permet aussi de prendre du recul, qui permet d'être plus présent. Donc, si on fait le lien avec le fonctionnement de la personne, ça peut être, oui, ça peut être une aide importante. Hmm. Oui, l'idée, c'est la complémentarité toujours. C'est que Mm. moi, ce que je trouve très intéressant par rapport à ton approche, du coup, c'est que toi, tu peux avoir tous les outils. Alors, un des problèmes, c'est quand on a trop d'outils, ben, on peut être perdu, parce que ça fait trop, justement. Mais toi, ça te permet quand même d'articuler et d'avoir le contrôle, parce que je reviens sur ma frustration. Mais combien de patients venaient avec une dose tellement énorme de je sais plus quoi, et aucune intégration était possible. C'est que Mm. les autres outils derrière, ils venaient empêcher, il n'y avait pas l'ouverture que tu as toi pour permettre du coup de dire, bon ben, si vous pouviez diminuer juste un peu la dose pour qu'on permette d'écouter tout ce que les autres parts du patient ont à dire, et que donc on puisse à commencer ce travail-là, parce que comme tu l'as dit, les médicaments ne créent pas d'intégration. Les médicaments, ils viennent soulager, ils viennent aider. C'est des moments de crise, c'est des moments de crise aiguë, comme tu l'as dit tout à l'heure. C'est que c'est un moment où on ne peut plus, on perd totalement le contrôle, et donc pour le reprendre, on- vous créez d'une certaine manière dans l'espace de la clinique, il y a un espace-temps spécifique où là, on va dire, OK, là, la priorité, c'est vous, on vous aide à reprendre le contrôle progressivement. Certaines molécules vont vous aider, mais en aucun cas, c'est une fin en soi. Mm. Ça va être temporaire pour vous aider après. Si on prend la métaphore d'une fracture, par exemple, eh ben, il va falloir faire de la rééducation derrière, on est bien d'accord. Le simple fait de plâtrer, bon, ben, ok, ça va ressouder les os, mais en aucun cas derrière, tu vas récupérer ta mobilité si tu la travailles pas. Ça, c'est vrai dans toutes les pathologies. Alors, il y a des pathologies où le traitement, il peut être chronique, hein. Quelqu'un qui a un trouble bipolaire, va y avoir un traitement stabilisateur de l'humeur au long cours. Il n'empêche qu'il y a un travail aussi qui peut être réalisé pour stabiliser sur le plan des phases. Oui, selon les pathologies, il y a des traitements qui peuvent être chroniques, qui peuvent être au long cours.
D'autres, bah, c'est ponctuel, mais c'est vrai que c'est un des outils, voilà, dans la prise en charge, et c'est assez confortable de pouvoir effectivement y avoir recours, Oui, surtout dans les moments aigus, je pense. Voilà, surtout oui, en c'est ça, aigu. c'est que en tant que médecin, toi, et le fait d'avoir et un espace privé et un espace institutionnel avec une équipe, avec une structure vraiment, ça permet, soit toi, ça te permet même d'avoir à gérer la crise et même d'après, éventuellement, de pouvoir gérer quand la crise disparaît pour que les gens puissent reprendre progressivement le contact avec la vie et leur vie. Voilà, et puis c'est vrai qu'au sein de la clinique, on a euh, sont intégrés tout un tas d'ateliers thérapeutiques à médiation corporelle. Mais depuis, voilà. Fort longtemps, elle a été créée en 89, la clinique, et voilà, tout ce qui est, il y a la sophrologie, de la gymnastique holistique, du tai chi, il y a le sport aussi. Donc, il y a vraiment cette conscience de la prise en compte du corps qui est très importante, déjà qui est inscrite dans la prise en charge. Donc, c'est très intéressant parce qu'après, on a un langage vite commun sur effectivement le travail qui peut se faire d'intégration, puisqu'il y a déjà cette observation, cette sensibilité aux réactions corporelles, aux réactions émotionnelles. Une prise en compte des sensations, la lecture du corps. Et ce qui est étonnant, c'est de voir les patients transformés physiquement. Après certains ateliers, là, ce matin, je voyais une patiente après une séance de gymnastique holistique et elle portait sur elle effectivement ce visage détendu et les patients le ressentent. Donc tout ce qui est de l'abord corporel est ouais, très important. Donc ce qui est chouette, c'est aujourd'hui avec Incorporate de pouvoir l'intégrer dans ma pratique voilà, avec les patients. Ok. Donc, qu'est-ce que ça apporte incorporé de plus que la gymnastique holistique, par exemple? Parce que pour beaucoup de gens, tu l'as dit tout à l'heure, hein, il y a d'un côté le corps et de l'autre côté le psychisme. Et ça, c'est un écueil énorme. On sait très bien qu'il y a aussi une connexion entre les deux. Et que ce qui manque aujourd'hui, c'est justement ça, la naissance de l'intégration ou la redécouverte de l'intégration, parce que c'est Piaget en parlait déjà au début du dernier siècle, donc on n'invente pas vraiment hein, la roue, mais on redécouvre et on s'autorise, puisque maintenant on a de l'imagerie et plein d'autres techniques qui viennent nous valider Mm. ce qui autrefois n'était que des intuitions cliniques ou des observations. Aujourd'hui, on s'autorise, on a le soutien des recherches qui viennent nous dire c'est par là qu'il faut aller, donc on y va, on affine. Et donc, toi, comme tu as pu expérimenter les deux, c'est-à-dire une période où tu avais que des ateliers où il y avait que du corps, et ta pratique d'incorporer, du coup, qu'est-ce que ça apporte de plus? Alors déjà, je dirais que pour moi, Oui. en premier lieu, ça apporte vraiment une lecture sur le plan clinique qui est complète. Euh, j'ai vraiment le sentiment aujourd'hui d'être dans une bien meilleure compréhension des différents symptômes ou même j'ai aiguisé mon observation des manifestations sur le plan corporel, des choses que je voyais pas avant. Donc vraiment, il y a une lecture supplémentaire qui est très très riche et donc ça m'aide beaucoup au quotidien. Et après, par rapport à un atelier simplement, dans la pratique, enfin, dans l'approche incorporée, c'est vraiment l'idée de pouvoir euh, travailler sur l'intégration. Donc, par rapport à une problématique de la personne, on va euh, en fait, mettre en lien ce qui se passe au niveau du corps. Euh, Aide-moi à le formuler, Julien. mettre, euh, Avec, mettre en... avec leur vie, Comment? avec leur vie psychique, Ouais. on établit un lien permanent, en tout cas on essaie,
Moi, Ouais. c'est ce que j'essaie de vous entraîner à faire, c'est d'avoir conscience du lien permanent qui existe entre le corps et l'esprit. C'est que ça n'est pas coupé. On peut le couper, on a la capacité de le couper. La dissociation est le mécanisme par excellence qui vient rendre compte, même s'il n'y a pas de consensus sur la définition de la dissociation, il y a une trame quand même. Quand on parle de déconnexion, a priori, là, tout le monde s'y retrouve. Tout le monde est d'accord pour dire oui, là, ça coupe. Là, c'est déconnecté. Là, c'est OK. Donc là, on y est. Mais physiologiquement, il n'y a pas de déconnexion. Si on regarde les neurones, ils sont connectés. On n'a pas perdu notre bras et pour autant, dans la vie, dans l'expérience qu'on peut en avoir, on peut avoir l'impression d'avoir perdu notre bras ou qui fonctionne plus pareil, ou qu'on est tout petit, qu'on est un petit garçon, une petite fille. Et donc, ce qu'on essaie de faire, c'est bien de reconnecter tout ça et de faire donc ces mises à jour, la mise en lien entre la part du présent et les parts du passé, ça se passe au sein du corps. Notre psychisme, pour moi, il est pas indépendant du corps. Oui. Il doit être remis à sa place, il a une juste place. Et ce qu'on essaie de faire avec les patients, c'est de les aider à faire la même chose, c'est qu'ils redonnent une place à leur corps. Donc moi, ce que je trouve intéressant dans les ateliers qui sont proposés en clinique, c'est justement, on va le remettre en mode mécanique d'une certaine manière. Faut le réhabituer à bouger, il faut prendre du plaisir avec. Donc c'est des dimensions euh, orientées plus corps que psyché, mais la psyché n'est pas absente. Et après, ben, on enrichit finalement. On enrichit l'exploration, on enrichit la perception, on enrichit le lien entre les deux. Il y a effectivement beaucoup un travail sur l'observation des sensations physiques, hein. Si on prend ce qui se passe en gymnastique holistique, qui aide beaucoup les patients, c'est parce qu'ils sont dans l'observation. Parfois, ils sont surpris parce que ce qui émerge, c'est pas forcément. Ils peuvent être dans l'attente que ce soit de la relaxation. En fait, c'est pas. Voilà, ce qui va émerger, c'est pas forcément de la relaxation. Et d'observer que certaines parts communiquent, ben, on peut s'en occuper. Le fameux piège du si c'est dans le corps, il faut que ce soit positif absolument, sinon. Mm. Mm. Donc, c'est vrai que ça aide beaucoup sur le fait de renforcer la part du présent, hein, quand elle est dans cette observation des communications des parts, ce qui va se passer dans le corps, notamment. Et la part du présent, elle est aussi aidée par le fait d'être dans l'hospitalisation, d'être dans un environnement qui est nouveau. Forcément, ça aide sur l'exploration, de s'adapter à la nouveauté. Euh, et donc ça, c'est aussi un outil quelque part, un dispositif qui permet aux patients, en tout cas, de venir mobiliser la part du présent. Mm. Ok. Donc peut-être qu'on peut préciser un petit peu pour les gens qui ne connaissent pas le modèle. J'ai établi une cartographie, effectivement, des systèmes de la personnalité de l'être humain, qui repose donc sur un système central qu'on nomme nous la part du présent, et d'autres systèmes, eux, sur la défense, qui sont basés sur les défenses mammaliennes, donc qu'on a hérité en tant que mammifères, et qui, elles, sont nommées part du passé. Et on vient aider donc la part du présent déjà à être suffisamment présente. C'est ce que tu viens de dire avec l'atelier là, qui peut aider effectivement à rendre les gens le fait de bouger et de se reconnecter aux sensations du corps quand elles bougent. Eh bien, c'est ce qui est en train de se passer maintenant, c'est le présent. Et de ces informations-là, eh bien, on va effectuer un travail de dialogue interne, de mise à jour des informations. Et donc, c'est là qu'on est amené aussi à traiter les traumas. Mm. Dans notre approche, vraiment, on a une différence fondamentale par rapport à l'EMDR, notamment. Moi, c'est pour ça que j'ai changé mon fusil d'épaule d'une certaine manière. C'est que l'EMDR, avec tous les bénéfices que ça a, se focalise sur les mémoires, sur les souvenirs, mais il faut qu'ils soient accessibles. Quand on n'a pas de souvenirs, quand il y a trop de dissociation, qu'est-ce qu'on fait? Et est-ce que le retraitement, ça c'est un des écueils pour moi dans la recherche, hein. Les recherches en EMDR, elles évaluent est-ce que le souvenir traumatique, il est toujours actif ou pas. Sauf qu'on sait qu'il a plusieurs niveaux. Il n'est pas que de l'ordre de la mémoire
visuel, il n'est pas de l'ordre que du souvenir, il vient aussi impacter notre capacité à bouger. Et ça, c'est pas évalué dans la Mhm. recherche. Moi, je vois pas de recherche. Enfin, genre, elle commence à venir, mais pas, pas de la façon dont j'aimerais. Peut-être falloir que je les fasse, hein, tout simplement. Peut-être falloir que je m'y mette. Mais en attendant, les recherches qui viennent montrer que le mouvement qui est fondateur de notre système nerveux, hein, vient lui aussi avoir un levier thérapeutique quand on arrive à le travailler comme on le fait nous. Donc, ça, c'est pas commun pour des psychiatres. On est d'accord que, tu l'as dit tout à l'heure, le référentiel, il est plutôt, surtout en France, il est psychanalytique, il est encore beaucoup centré sur la parole. Voilà, c'est centré sur la parole. Après, vraiment, l'abord corporel, il arrive, mais sans que ce soit bien décidé aujourd'hui. Mais il y a beaucoup d'approches psychocorporelles, voilà, qui sont euh, proposées aujourd'hui. Euh, Après, c'est comment on intègre le corps et comment ça s'intègre dans la thérapie, dans l'accompagnement du patient. En fait, comment ça permet d'avoir une lecture de sa personnalité ou de son fonctionnement qui permet de l'accompagner. Le, L'avantage, et ça, c'est des choses que certaines, voilà, certains membres de l'équipe avec laquelle je travaille en clinique m'ont renvoyé, c'est le fait que finalement, quand on commence à parler de part aux patients, euh, il n'y a aucune difficulté pour appréhender ce vocabulaire parce que c'est quelque chose qui est efficient, qui lui parle immédiatement. Et donc, il n'y a pas d'apprentissage nécessaire, hormis finalement qu'il réussisse à s'observer lui-même et à pouvoir prendre conscience, mais surtout sur l'observation. C'est surtout l'accompagner là-dessus parce que finalement, sur le langage en lui-même, c'est tellement collé au fonctionnement de la personne, c'est tellement, ça décrit tellement bien l'organisation voilà, de la personnalité et de ses défenses que finalement, je vois bien comment les patients s'en emparent. Voilà, ça leur paraît effectivement logique, ça leur parle tout de suite. Et ça, c'est quand même une aide importante que quand on parle de résistance, je sais pas, ou de voilà certains termes avec lesquels moi j'ai dû travailler qui étaient pas, et je trouvais que c'était pas aidant en fait. Concrètement avec le patient, ça pouvait être un jargon qu'on avait entre nous. Après, comment je l'utilisais avec le patient, en tout cas moi ça me mettait en difficulté. Et là, dans le langage, dans l'abord, la fonction, dans la recherche que peuvent avoir certaines parts ou ce qu'elles communiquent, etc., de mettre du sens dessus, c'est assez facile. Bon, après, il y a tout un travail d'intégration qui demande quand même un entraînement. Voilà, c'est quelque chose qui a besoin d'être maturé, d'être travaillé, d'être entraîné. Mais sur la lecture que ça propose, c'est quelque chose, je trouve, pour les patients, ils s'en emparent très rapidement. Ça Et parle, donc, comment? ça parle aux patients. Oui, ça parle aux patients. Ça leur est Ouais, accessible assez rapidement et ouais, ils peuvent se l'approprier aussi pour eux dans leur quotidien. exactement. Un des enjeux, je pense, hein, c'est pas que les gens restent en séance ad vitam aeternam, ni hospitalisés, ni. C'est encore une fois, on veut aider les gens à reprendre leur vie. Il leur Mm, faut donc un référentiel, mais qui puisse l'emmener avec eux pour gérer la vie au quotidien. Quand on sait intégrer, quand on a appris à intégrer dans un espace thérapeutique, après, on sait intégrer tout le temps. mm. Donc, les difficultés qu'on pourra éventuellement rencontrer dans le futur, ben, on saura faire. C'est ça, c'est ça. Et c'est vraiment dans la pratique clinique, c'est d'un grand confort, je dirais. Ça vient, et puis ça permet aussi d'être très attentif à ses propres activations, de pouvoir les observer. En thérapeute, Euh, tu veux dire. comment? En Thérapeute, tant que thérapeute, ouais, ouais, ouais. oui, ben, c'est important. De les prendre en considération, voilà. Enfin, c'est Ça permet de rappeler aux gens que les thérapeutes sont des humains. aussi. Nous aussi, on a des émotions, que nous aussi, on a des activations, que nous aussi, on a des parts, et que c'est OK.
Ce matin, je travaille avec une patiente sur sa part attachée. Et tout à coup, elle me dit, mais donc ça veut dire que je vais rester avec cette part toute ma vie? Oui, oui. Mais je vais devoir m'en occuper. Oui. Mais elle va s'apaiser. Vous voyez bien déjà le travail accompli. Ah oui. Mais, mais ça veut dire que vous aussi, vous avez une part attachée? Oui, oui, oui. Et c'était un petit peu magique ce moment de. Mais alors, si tout le monde est. Ah, ok. Et comme finalement, ça vient s'intégrer, hein. Ah oui, donc la psychiatre, elle a une part attachée, un tel a une part attachée, dont nous sommes responsables, dont ma part du présent est responsable. Oui, pas mieux. C'est c'est exactement. Le message est là, c'est que on est tous des êtres humains, euh, on est tous blessés, plus ou moins, et on doit tous apprendre à s'occuper de nos blessures. Et nous qui avons fait le choix en plus de s'occuper des blessures des autres, euh, on a besoin déjà de se soutenir les uns les autres, c'est certain. Mais comme tu l'as dit, je pense que c'est important de pas nous isoler du reste du monde. Hmm. C'est pas meilleur. On a nos blessures, on les a soignées plutôt que vous, et ça nous permet aussi, je pense, de mieux vous aider. C'est parce qu'on sait de quoi on parle. Que Une des, une des, une des dimensions de la formation, c'est la pratique sur soi. Ouais. Vous y êtes tous confrontés dans les formations. Pour certains, c'est surprenant, ils sont surpris, ils pensent qu'ils vont avoir juste à apprendre les cours, à écrire de façon très scolaire. Et quand moi je commence à dire, bon, ben, il va falloir ressentir et vous mettre par terre pour expérimenter votre corps, des fois ça coince. Mais en tout cas, nous, c'est le chemin qu'on a choisi. Et a priori, on est ravis d'y être. Et alors toi, du coup, ça t'a tellement plu que tu as décidé d'être formatrice. Oui. Tu n'es pas arrêtée à praticienne, tu t'es pas arrêtée non plus à maître des parts, tu as voulu m'aider à transmettre avec tes autres collègues. Et alors pourquoi? Pourquoi ce choix? Pourquoi ce choix? Parce que déjà, c'était une chance qui m'a été proposée. Ça commence comme ça. Et puis, parce que c'était vraiment dans l'idée aussi dans ma pratique de pouvoir, en fait, pour pouvoir transmettre, il faut vraiment pouvoir avoir suffisamment de recul sur bah, les connaissances, l'outil, etc. Donc, c'était vraiment l'idée de pouvoir, à la fois, moi, sur le plan personnel, pouvoir affiner mon art, je dirais, et puis aussi dans l'idée de pouvoir transmettre, parce que j'ai été aussi donc la transmission en elle-même et parce que j'étais aussi très touchée par tout ce qui s'est passé dans les formations, dans les espaces de formation. Et j'ai trouvé ça très riche. Et je trouve qu'il y a vraiment le contexte du groupe qui est très intéressant, que moi, j'ai pas dans ma pratique, puisque je suis en individuel. Donc je travaille avec, alors certes, l'équipe, mais les patients, c'est des suivis individuels. Je fais pas de suivi du tout de groupe. Et il y a vraiment tout ce qui est de ce vécu de groupe que j'ai pu avoir en formation ou dans les updates. Et il y a vraiment une autre dimension. Et je trouve que j'aimerais pouvoir voilà, avoir cet espace-là euh, aujourd'hui parce qu'il y a vraiment une dimension qui est très différente. J'ai pu voir, que ce soit dans la formation, dans l'update, comme les parts, elles pouvaient, les uns des autres, pouvaient s'aider. Et ça, c'est quand même, il y a un côté magique, c'est peut-être pas le bon terme, mais c'est assez, voilà, c'est assez fascinant là aussi. Tout le monde l'emploie, donc ouais, peut-être que c'est magique finalement. Je, Ouais. je me rends Il y pas a une compte. espèce d'harmonie, en fait, du groupe. Puis c'est comme si on se reconnectait, on part quand même sur un abord qui est physiologique et histoire de l'homme, comme il s'est construit avec ses défenses, etc. Et c'est comme si dans le groupe, on se reconnectait aussi à quelque chose du groupe et des ressources du groupe. Il y a vraiment quelque chose comme ça qui vient, la résilience du groupe. Il y a un vécu vraiment, C'est mais bien dit, qu'on peut. oui, c'est le soutien, c'est la connexion, c'est ce qui fait de nous des humains, c'est que on est des animaux sociaux. Hum.
tout nous isole. En ce moment, on traverse des crises de tous les côtés qui essaient de nous isoler. Euh, et c'est peut-être pour ça aussi qu'on trouve ça magique, du coup, d'être connecté, c'est qu'on a perdu l'habitude, je pense, tout simplement. Mais le fait de le réexpérimenter et de savoir à quel point c'est puissant, ça vient bien nous rappeler que ce genre de truc, il faut pas qu'on le laisse disparaître. Il faut qu'on ait ces espaces-là où on est entre nous, à vivre comme des humains. Et les humains, ils vivent ensemble. C'est ça. Ils vivent mieux ensemble. Mm. Et ils se soignent tout aussi bien quand on crée un cadre adapté. Donc, c'est le cadre des updates. Tu l'as mentionné. C'est vrai que l'update, c'est un cadre très particulier. Euh, et tout à l'heure, tu parlais de ce que tu avais été touché par des practices que tu avais eues en formation. Tu peux en parler? Il y en a un qui te vient en particulier, là? Il y a quelque chose de particulier auquel tu Ah penses? oui, oui, oui. Alors, c'était la première formation d'ailleurs. Ah, ah, Donc, frustration parce qu'on était en post-Covid, on pensait pouvoir être en présentiel et on a fait une première une première formation en distanciel. Et puis finalement, tu nous l'as refait en présentiel. Donc, on a eu double dose de cette formation. c'est vrai. Ouais. Et donc, cette première fois, on se retrouve tous ensemble à Paris, donc dans un contexte quand même où il y a le Covid, etc. Et nous sommes allés travailler sur la sécurité, sur le moraux. Et je me souviens très bien, donc c'était par le biais de l'intégration sur le plan tactile. Et je me souviens très bien de cette sensation magique de me retrouver. J'avais l'impression que j'étais dans une lumière rose, comme dans le ventre de ma mère. Et c'est une sensation de flottement, d'apaisement, vraiment de sécurité intense. Et c'était étonnant parce que c'était, je pense, je sais pas si c'était la première journée, enfin, ça faisait quelques heures, ou c'était le lendemain, enfin, et vraiment très rapidement, de pouvoir connecter avec des sensations comme ça, de sécurité, c'est quelque chose, là, quand j'en parle, j'ai vraiment ce souvenir, hein, je retrouve bien ce sentiment de sécurité, d'apaisement, d'être dans cette lumière. Tout à coup, c'est comme si je me disais, ah ouais, c'est ça quand on est dans le ventre, cette lumière perce, qui est rosée, en fait, c'est la lumière qui passe à travers le ventre. À travers la peau du ventre et le placenta. C'est ça. Ouais. Et Et donc ça, c'est, je me ouais, rappelle de tout ça. Ça. Oui. C'est le premier ouais, après-midi, effectivement. voilà, Exploration du Morro, c'est le premier après-midi. Le matin, on fait des frontières, la neuroception et les frontières, et l'après-midi, on est sur la poursuite de la sécurité et on va sur le Morro. et je travaillais avec Pierre. Et tu travaillais avec Pierre, d'accord. Ouais, Pierre qui est devenu formateur. On voilà, reviendra bientôt aussi en interview. c'est ça. Ok. Et c'est au-delà des mots parce que c'est vraiment les sensations corporelles et cette, d'intégrer ces sensations, c'est vraiment complémentaire. Je le vois beaucoup sur la question de la sécurité, d'être suffisamment présent finalement avec les patients quand ils sont hospitalisés. Parfois, c'est euh, avant tout qu'ils puissent reconnecter avec la capacité à être présent. Et on va pas forcément aller travailler au-delà sur les parts du passé, mais déjà développer cette capacité à être présent, parce que ça leur redonne vraiment une capacité à être là, à pouvoir mettre à distance et un espace dans lequel ils puissent fonctionner. C'est primordial, hein. On sait que la capacité à être présent, le fait quand la part du présent est active, il y a cette zone du cerveau qui est activée, c'est elle qui va permettre l'intégration l'intégration, le processus d'intégration, quand le cortex préfrontal médian est activé. Ça, c'est important aussi, donner un éclairage physiologique aux patients, parce que ça donne une dimension souvent qui est très rassurante quand on explique sur la part du présent, voilà, ce qu'on en sait aujourd'hui, hein, dans les connaissances. C'est une façon de se réapproprier notre corps aussi, hein, pour moi. Mm. C'est sur de la psychopédagogie et rappeler aux gens que là, dans tel état, c'est telle région de leur cerveau. Un des gros problèmes du cerveau, c'est qu'il est caché. Et tout passe par lui, mais on le voit jamais fonctionner finalement. C'est que vous levez votre bras, bon, bah, ça se voit.
Hmm. Que le cerveau fonctionne en permanence depuis qu'on est à l'état d'embryon jusqu'à la fin, c'est- on a tendance à l'oublier et même on a tendance à le limiter quand on n'intègre pas plusieurs niveaux justement de travail. C'est comme si on venait de faire travailler que certaines régions et les autres, on disait non, mais vous n'êtes pas importante, quoi. Alors maintenant, avec l'IRM fonctionnel, etc., on voit. Eh bien, maintenant, on voit très bien. Exactement. Ok. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose d'autre? J'ai l'impression qu'on est bien, moi, pour notre première étape. Ouais. Moi, je pense que ça m'a permis de mettre à jour sur les formations, la dimension de groupe qui est très chère, je dirais. Et vraiment, c'est quelque chose que je voudrais, voilà, à la fois proposer. Voilà, c'est quelque chose que j'aimerais vraiment proposer, qui me tient à cœur aujourd'hui. C'est comme un processus. Là, j'arrive à un stade où c'est vraiment de pouvoir proposer à l'échelle d'un groupe, un petit groupe, hein, bien sûr, hein, que ce soit qualitatif et Nous, de toute façon, on fait que du petit groupe. voilà. J'ai gardé ça, c'est 9 personnes maximum. Toi, c'est pareil, pour tes formations, c'est 9 personnes maximum. Et les updates, je les fais à pas plus de 5 ou 6 participants grand maximum. Ça reste à l'échelle humaine, encore une fois. On travaille sur de l'humain, donc nous, on suit ça, on suit cette logique-là. Et on est toujours sur de la qualité. On cherche à la préserver. Et donc, plus il y a de monde, c'est aussi pour ça que j'ai besoin que des gens comme toi s'investissent et s'engagent. C'est que je peux pas, je peux pas m'occuper de tout le monde, hein. On a besoin d'être plusieurs à gérer des groupes comme ça. Et moi, je pense que c'est important, même dans l'avenir, qu'on ait plus d'updates. Vous puissiez, vous, après, plus tard, les organiser, mais même qu'on fasse des updates en présentiel. Moi, je l'ai développé en ligne parce que pour le moment, ben, on n'est pas très nombreux finalement. Il y a 80 praticiens à peu près en France. C'est beaucoup et c'est pas beaucoup. En même temps, moi, je suis ravi qu'il y ait autant de monde parce que quand j'ai commencé, jamais je me serais dit que je formerais autant de gens. C'est une surprise. C'est magique. C'est un peu comme ce que tu disais tout à l'heure. Ça m'émerveille à chaque fois, donc tant mieux. Mais après, l'idée, c'est bien on soit plusieurs à pouvoir proposer les différents espaces. C'est qu'il y a, tu l'as rappelé, il y a une complémentarité. Le travail individuel, il est spécifique, il est nécessaire, mais il apportera pas les mêmes travails qu'un groupe. Mm. Donc, l'intégration, c'est aussi ça, c'est que on se reconnecte à soi et on a besoin de se reconnecter aux autres. Exactement, ouais. Et on ne peut pas se reconnecter qu'à son thérapeute. Bon, c'est pas mal, c'est déjà c'est un bon début. Mais euh, il y a besoin de diversifier. Comme je vous dis, on a besoin de rencontrer plusieurs systèmes nerveux pour apprendre à les gérer. C'est ça. Mm. L'avenir pour toi, c'est quoi? Comment? L'avenir pour toi, c'est quoi? Comment tu vois l'avenir? Comment tu te projettes dans le futur? Comment je me projette dans le futur? Eh ben, écoute, sur les groupes, après, au-delà, moi, je pense qu'il y a un besoin d'un temps de maturation. En tout cas, moi, j'ai besoin d'un temps de maturation. Donc là, je suis en train d'intégrer cette pratique, de poursuivre, d'être dans une plus grande fluidité, ce qui me convient. Donc l'avenir, après, si c'est possible, vraiment développer ce travail sur les groupes dans plusieurs espaces, plusieurs dimensions, ça on verra, mais à l'échelle du groupe, en fait, des petits groupes. Bon, et tu travailles aussi sur un article. Je pousse les formateurs à me rejoindre dans le travail d'écriture pour qu'on puisse transmettre. Mhm. On va pas rentrer dans les détails maintenant, mais toi, ta thématique, rappelle-moi, Moi, c'est sur la part soumise. sur la part soumise. Ok, Ouais. Et donc le travail thérapeutique autour de la part soumise, ok. qui est très activé dans tous les systèmes hiérarchiques, enfin qui peut être activé dans tous les systèmes hiérarchiques, et il y en a beaucoup. Euh, alors déjà la relation parent-enfant, et puis après dans le monde adulte, alors parfois dans les couples, parfois dans les relations humaines, et puis aussi au sein du travail, hein. Beaucoup de problématiques, enfin d'activation de la part soumise
dans le milieu professionnel. Donc ça, c'est, voilà. Et je trouve que c'est très, très intéressant parce que par le biais de la part soumise, ça donne une place à cette défense qui est un petit peu en creux, en fait. C'est quelque chose, c'est l'effacement, la part soumise. Donc ça peut être compliqué à percevoir. Et c'est vrai qu'avec, par le biais d'incorporer l'abord à la fois sur le plan physique, émotionnel, des pensées, ça permet de circonscrire cette part-là et puis de la percevoir du coup aussi en pratique clinique. Je pense que la part soumise, très souvent, auparavant, moi j'étais ravie parce que je trouvais que les patients étaient très confiants, c'était super. Bon, maintenant, Facile. maintenant je vois leur part soumise Ouais. On sans apprend, être dans une... Comment? on apprend. Bon, je pense que j'étais pas dans le, je vais dire, dans une position d'abus par rapport à ça, mais en tout cas, je la voyais pas. Je trouvais que c'était, ma foi, très confortable. Ils prenaient beaucoup à leur charge mon propre confort. Et aujourd'hui, je peux leur envoyer que, effectivement, Et, ça, et comme tu es médecin, il y a aussi ça, je pense, dans notre culture, c'est que on a quand même, vous êtes dans une position de sachant, vous êtes au pouvoir, on vous met avec un pouvoir, vous avez un pouvoir. On l'a évoqué tout à l'heure par rapport ne serait-ce que par rapport aux médicaments, mais il y a cette dimension-là aussi de hiérarchique qui est installée d'emblée. C'est-à-dire que les gens, quand ils vont chez le médecin, il y a cette distinction de niveau qui est déjà en place. Donc, elle vient faciliter, j'ai envie de dire, la soumission. elle peut faciliter. En même temps, moi, j'ai l'impression que d'être une femme, ça équilibre un petit peu les choses aussi. Parce qu'il y a un autre abord. Très souvent, c'est mon confrère à la clinique, c'est un homme. Et lui, c'est le docteur. Et moi, je suis pas le docteur. Moi, c'est, on m'appelle, souvent, on me dit madame. Et lui, c'est le docteur. Avec son nom, moi, c'est madame. Madame Savary. Et c'est dans tous les espaces. Et on sent sur ces petites choses comme ça, subtiles, qu'il y a cette représentation qui est différente. Et donc, j'ai un peu moins cette position, moi, je trouve hiérarchique. Alors, il y a certains patients qui me mettent à cette place-là, c'est vrai. Ça, Mais en fait, beaucoup moins que mon confrère, homme. Et pas parce qu'il l'incarne du tout spécialement, hein, pas du tout. Hein. Mais c'est, je pense, vraiment la représentation du médecin homme. je me rappelle pas que tu l'aies mentionné dans ton article. Ça, il va falloir, je pense, ça va être un paragraphe intéressant. Je pense qu'il y a un truc à rajouter pour enrichir, parce que, Sur la pratique, ouais. Mm. ok, super. On s'arrête là, ça te va pour Ouais, ça va. cette première interview en tout cas. Très bien. Un grand merci à toi, Myriam. On est Merci, ravis Julien, d'avoir pour pu. cet exercice hasardeux pour moi. Hasardeux, pas du tout. Tu t'en es très bien sorti. Un grand merci à tous et à toutes. N'hésitez pas à rejoindre Myriam dans ses formations. Venez sur le site incorporé.org, vous aurez toutes les dates de ces ateliers découvertes. Et on vous dit à très bientôt pour la suite. À bientôt. Merci Myriam.